Bonjour, je remercie bien sûr l'équipe organisatrice pour l'invitation. Et je peux avancer en attendant. Je vais faire un bref rappel sur les algorithmes de calcul. C'est à moi d'appuyer, c'est ça pour que ça passe? Ah voilà. Le PTV a-t-il encore un sens? Donc, conflit d'intérêt, bon, je ne sais pas trop quoi mettre. Un court rappel sur les algorithmes. Parler des conséquences pour la prescription donc des lésions pulmonaires en stéréotaxie. Et évoquer la façon de faire que nous préconisons, c'est-à-dire prescrire sur le GTV tout en gardant une phase d'optimisation sur le PTV, et évoquer tout ce qu'on peut trouver, enfin tout non, mais des références importantes dans la littérature. Donc au niveau des algorithmes, je vous rappelle que la différence entre les algorithmes, le laser c'est le rouge, bon celui-là, entre les algorithmes A et B, c'est la prise en compte des hétérogénéités, et que donc les algorithmes de type B vont être capables de décrire correctement le parcours des électrons secondaires. Et ce qui va se passer dans le poumon, évidemment, c'est que les électrons vont aller plus loin aussi bien longitudinalement que latéralement. Les algorithmes dits de type C, donc le Monte-Carlo et la résolution de l'équation linéaire de Boltzmann, donc Accurons, puisque c'est le seul qui... sont encore un peu plus précis lorsqu'il y a des très faibles densités pulmonaires. Si vous voulez les noms, l'IROC, donc le laboratoire de contrôle des essais du RTOG, fait une classification. Il accepte le triple A pour les lésions pulmonaires. C'est discutable parce que le triple A, dès des densités un tout petit peu faibles, commence à avoir des erreurs significatives. Pour visualiser ça correctement... Ah, tiens, il y a des choses qui ont changé. C'est pas grave. Regardons ce qui se passe avec un seul faisceau sur fantôme, où on simule les densités. Donc on rentre dans le tissu, densité 1, le poumon et notre lésion un peu plus loin, un seul faisceau de 30 mm de diamètre. On a bien sûr un algorithme de type A, en l'occurrence c'est le ray tracing, ne voit que le changement de l'atténuation et ne voit rien du changement de parcours des électrons, et va très largement surestimer la dose dans le poumon parce que il y a plus d'équilibre électronique au centre, sur l'axe du faisceau, c'est évidemment pire sur les bords, parce que les électrons latéralement vont aller beaucoup plus loin. Lorsqu'on arrive dans la lésion, en fait, avec un algorithme correct, donc là c'est du Monte-Carlo, on va avoir un phénomène de rebuild-up. C'est-à-dire qu'il est évidemment de moindre amplitude qu'à l'entrée, mais on a un phénomène de rééquilibre électronique dans la lésion. Et donc, c'est bien dans le GTV, mais si on regarde, le PTV, lui, il va être dans le poumon, et il va y avoir une différence donc entre la dose du GTV et la dose dans le poumon, et cette différence, elle dépend essentiellement de la densité pulmonaire. Donc, le GTV ne va jamais recevoir la dose min du PTV. Lorsqu'on prescrit sur à un endroit du PTV, 99% du maximum, ou 95%, peu importe, et on est dans le poumon, lorsque le GTV sera à cet endroit-là, il va y avoir un phénomène de rebuild-up, et le GTV ne recevra jamais cette dose-là. Par conséquent, c'est quand même un problème de prescrire sur un PTV qui ne prédit en rien la dose au GTV. Et donc, il faut revenir aux origines de la définition du PTV. Le PTV dans l'ICRU 50 a été bien défini. On nous donne l'exemple de la prostate, et ça marche plutôt bien pour la prostate. On nous donne aussi l'exemple pour le sein. Et pour le sein, le PTV qui est indiqué, il est grisé. Et on voit bien qu'il est en dehors du contour externe. Et de fait, on met une fuite. Et le vrai PTV est en dehors du contour externe. On peut avoir l'habitude de faire une rétraction pour nos optimisations parce qu'on ne veut pas optimiser dans la zone de déséquilibre électronique, mais le vrai, il est en dehors, puisque le PTV, c'est une enveloppe pour s'assurer que notre volume cible reçoit la bonne dose. Et évidemment, ça pose un problème pour la prescription. Ça a été mentionné 1 an après la publication du rapport ICRU 50 dans Medical Physics, qui disait il y a un problème parce que quand on est en dehors de la peau, on ne sait pas comment faire pour la prescription. Et de fait, si on regarde notre faisceau classique tangentiel, et puis qu'on s'amuse à voir ce qui se passe sur le PTV, le vrai que je vous ai dessiné, et qu'on regarde sa dose, et voilà, la dose min du PTV, elle est ici. Je pense que vous n'auriez pas l'idée de prescrire à cet endroit-là. Pourquoi prescrire
au minimum du PTV ici. On est exactement dans la même situation. Ce qu'on veut, c'est donner une fuite autour du GTV pour s'assurer que le GTV reçoit la bonne dose. Mais par contre, la dose au PTV lui-même ne va pas prédire la dose au GTV. C'est un peu moins marqué, évidemment, que dans l'exemple du sein et de la dose dans l'air, mais néanmoins, on n'a pas de corrélation entre ce point-là et celui-là. Donc, avec un critère au PTV, les doses au GTV sont variables. Suivant les cas, pour un même cas, entre les techniques, parce qu'il va y avoir, ça va dépendre de par quelle zone on passe, et la dose minimale au GTV va être très supérieure à la dose de prescription, avec une différence plus ou moins grande suivant les cas. Je vous montre le relevé de 50 patients de la zone des densités qu'il y a dans cette zone autour du GTV, et on voit qu'on peut avoir des très grandes variations dans nos patients traités pour ces lésions. Et donc, on s'est amusé à simuler l'effet des différentes densités. On a un arc conformationnel classique, notre tumeur qui est au milieu, et on simule différentes densités, et on regarde ce qui se passe, des différences qu'il y a entre le PTV et le GTV. Et donc, évidemment, plus la densité est faible, plus on va avoir une grande différence entre la dose minimale au PTV et la dose au GTV. Donc, ce que nous proposons pour éviter ça, c'est ne pas de supprimer le PTV, c'est de l'utiliser pour la phase d'optimisation avec un algorithme de type A, donc celui qui calcule mal. Parce que quand on fait ça, en fait, on s'occupe que de l'affluence de photons, et on ne s'occupe pas justement du changement de parcours des électrons. Et puis on fait le calcul final avec un algorithme correct, et là on normalise sur le GTV. Nous avons choisi la normalisation sur la médiane du GTV parce que la médiane, c'est le critère le plus fiable. Où que soit la médiane dans l'enveloppe du PTV, le GTV va recevoir, la médiane ne va pas bouger. Alors, donc optimisation de l'affluence, en général, pour ceux qui n'ont pas deux algorithmes disponibles, ils n'ont pas le type A et le type B sur leur algorithme, il peut y avoir d'autres méthodes. On peut avoir des algorithmes qui, pendant la phase d'optimisation, n'optimisent que l'affluence, donc le nombre de photons et leur énergie. C'est possible ici, c'est dans Restation. On optimise que l'affluence, et puis on fait le calcul final avec l'algorithme de type B. Je crois qu'il, pour revenir en arrière, c'est celui-là. Voilà, on optimise avec l'affluence, on voit une très bonne couverture. Oups, je vais trop vite. On voit une très bonne couverture du PTV, on n'a fait que l'optimisation avec l'affluence. On fait le calcul final avec l'algorithme de type B, et dès lors, on renormalise sur notre prescription à la médiane, et on ne s'occupe plus du PTV parce qu'on s'en est occupé pendant l'optimisation. On peut simuler les déplacements du GTV dans l'enveloppe du PTV. En faisant bouger en fait tout le patient. On pourrait aussi faire le calcul sur toutes les phases d'un scanner 4D, et quand on regarde ce qui se passe sur le GTV, eh bien, il reçoit toujours à peu près la même chose où qu'il soit dans l'enveloppe du PTV, et jamais il ne va recevoir la dose mine du PTV. Une autre façon de faire, c'est de décider d'utiliser justement les variations de positionnement. C'est donc l'optimisation robuste, et il va y avoir un sujet plus détaillé là-dessus. Donc on va faire exprès pendant l'optimisation de simuler les déplacements, et dès lors on ne s'occupe plus du PTV puisqu'on met les marges directement dans ces simulations. De fait, on obtient à peu près ceci. Enfin, on peut utiliser une méthode de bolus virtuelle, c'est-à-dire décider qu'il n'y a pas de déséquilibre électronique autour de notre lésion, on optimise notre couverture. Évidemment, pour le calcul final, on enlève le bolus virtuel, on obtient ceci, et il se trouve que ces trois méthodes donnent globalement la même chose. Évidemment, je ne l'ai montré que sur un seul cas où il y a une très faible densité autour de la lésion, c'était pour montrer la consistance, mais c'est trois méthodes qui aboutissent en fait à s'affranchir du problème de déséquilibre électronique. Et on a dans toutes les situations, on a un déséquilibre électronique, on a des difficultés sur l'optimisation. C'est propre, c'est pas propre en fait au poumon. On a ça dans le sein, on a même ça aussi en ORL, dès lors qu'on doit faire des rétractions. Et donc, ce sont des méthodes classiques, comme pour le sein, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, l'optimisation, pour prendre en compte le PTV, on fait soit l'affluence, soit l'optimisation avec l'algorithme de type A, ce qui est à peu près la même chose, soit une optimisation robuste, soit un bolus virtuel, et ça nous permet de s'affranchir de ce problème de déséquilibre électronique
tout en s'assurant que, où que soit le GTV dans l'enveloppe du PTV, il va recevoir la bonne dose. Alors, si on regarde dans la littérature, le groupe Estro-Acrop de la stéréotaxie, après la publication du rapport ICRU, a voulu lancer une intercomparaison parmi tous ses membres. Donc, nous avons participé à cette étude, qui a été très difficile parce que, comme vous le savez, tout le monde fait des schémas différents, et il a fallu se retrouver. Donc, ici, vous avez des doses qui ont été converties en BED avec un alpha-bêta à 10, et on retrouve toutes les équipes. On a des équipes, donc, une équipe ici, donc ce que vous avez donc en abscisse, c'est le dénirmine au sens ICRU sur le PTV, et en ordonnée, la dose moyenne au GTV. On voit qu'il y en a qui prescrivent sur la dose moyenne, puisqu'ils ont toujours la même dose moyenne, mais c'est le nirmine du PTV qui va varier. Ici, c'est nous. Nous prescrivons sur la médiane, donc il y a des petites différences entre la médiane et la moyenne, et donc on voit de la même façon qu'on donne globalement toujours à peu près la même chose sur le GTV, et que bien sûr le nirmine du PTV va être différent, et il y a ceux qui prescrivent donc sur le nirmine du PTV et qui vont avoir des doses au GTV très variables. Et donc évidemment, avec des résultats pareils, il était difficile d'avoir un consensus. Donc néanmoins, comme il voulait en avoir un, il a été écrit qu'il fallait 3 fois 15 Gray sur la couverture du PTV et 150, toujours en BED avec un alpha-bêta à 10, sur le GTV ou l'ITV. Alors ça m'avait perturbé parce que je me disais, mais l'ITV, il inclut aussi des faibles densités, donc ça va biaiser les choses, mais en fait non. Ceux qui font ça utilisent effectivement l'ITV sur l'average city, et du coup c'est un peu différent que si on prend une phase du scanner. Donc moi ça me perturbait un peu, donc on fait toujours travailler un DQPRM qui est presque en fin d'étude sur les différences qu'il y a entre les deux. Elles sont assez mesurées, on est de l'ordre de quelques pourcents entre la prescription donc sur une phase, sur le GTV lui-même par rapport à l'average city. Il n'y a pas énormément de différence. Venons-en à une revue intéressante de la littérature il y a 18 mois ou peut-être 2 ans, ce qui revoit l'ensemble des papiers qui décrivent les résultats du contrôle en fonction de la dose. Donc si on commence par cette étude de Onishi en 2004, donc je l'ai relu, il s'agit de doses à l'isocentre. C'est le premier papier qui parlait de 100 Gray BED avec alpha sur bêta à 10, mais il ne s'agit pas de la dose périphérique, il s'agit de la dose à l'isocentre. Il y a plein de schémas et d'asservissement de la respiration différents. Les algorithmes de calcul ne sont pas décrits. Donc, si jamais il y a du TIPA, on ne sait pas ce que ça voulait dire. Matthias Guckenberger, un peu plus tard, c'est un mélange d'algorithmes. Et la dose est aussi indiquée à l'isocentre pour faire l'étude du contrôle. Et puis Clement sur un très grand nombre de dossiers qui trouvent que c'est la dose moyenne au GTV est bien plus significative et bien mieux corrélée au résultat que ne l'est la dose minimale au PTV, je dirais sans surprise. Ce papier est aussi extrêmement intéressant puisqu'il nous dit que, toujours pour la dose moyenne au GTV, on obtient un contrôle local de 90% dès lors qu'on délivre 150 Gray BED à cette dose moyenne au GTV, et que si on passe à 180 Gray, on augmente le contrôle local seulement de 1%. Donc on est déjà sans doute très loin dans la sigmoïde de la probabilité de contrôle, et il faut sans doute pas mettre trop. Et par ailleurs, il y a une autre étude qui nous dit que l'alpha sur bêta, il n'est pas du tout à 10, il est à 21. Et donc, il faut revoir les calculs de BED. Donc, ce chiffre magique qui fait bien son Gray BED, on va dire que c'est vraiment un point de départ et qu'on ne sait pas exactement encore où on en est, sur quelle dose il faut donner. En tout cas, la dose périphérique au PTV, c'est pas la plus fiable. Pour exemple, 150 Gray de BED avec l'alpha-bêta à 10, ça correspond à 3 x 18, 4 x 15, 5 x 13 sur la dose moyenne au GTV, et donc 3 x 20 sur la dose moyenne au GTV, ça n'augmente le contrôle local que de 1%. Donc, qu'est-ce qu'on fait lundi? On oublie le PTV pour la prescription, on ne l'utilise que
pour l'optimisation suivant un des modes, Fluence, Robuste ou bolus virtuelle. Comme je suis à Nantes, je rappelle que j'avais fait un petit travail avec Albert pour la SFIRO de 2011 et qui m'avait poussé à être assez ferme et assez clair dans les conclusions. Donc, nous y voilà. Et je vous remercie de votre attention.